Ce qui nous intéresse avec le vivant, c'est de créer un milieu, en fait, de créer un système. En fait, on ne soit pas simplement en train de superposer une toiture végétalisée sur un bâtiment, mais que tout d'un coup, il y a une cohérence. L'approche du vivant, elle est inhérente à notre profession de paysagiste. Donc nous sommes formés pour ça, c'est ce qu'on attend de nous. Et en même temps, on ne se focalise pas uniquement sur le vivant seul, on se focalise sur toutes les interactions qui existent ou qu'il faut mettre en place pour le rendre possible. Chartier Dalix, c'est une agence d'architecture qui existe depuis 2008, qui a été fondée par Frédéric Chartier et moi-même, Pascal Dalix. On est aujourd'hui 60 collaborateurs. Agence Terre, fondée par 3 personnes qui travaillent la terre au départ, qui sont paysagistes. C'est Olivier Philippe qui est à côté de moi, Michel Eusler et moi-même Henri Bava. À partir de cette petite structure, nous avons évolué sur différents projets avec une équipe qui s'est amplifiée. Sur Paris d'abord, mais aussi très vite sur d'autres sites. Et comme le paysage nécessite à chaque fois de développer, de suivre le projet jusqu'au bout, on est toujours dans un système d'interrelation, on travaille avec le vivant, on travaille avec des sols, avec des populations. On a vraiment besoin à chaque fois d'avoir une implantation locale pour tous les projets. Un réseau d'agences qui se met en place avec l'agence parisienne qui est le cœur, je dirais, et à la fois un peu le cerveau de l'ensemble, puisqu'on fait tous les concours sont pensés à partir de Paris et ensuite mise en œuvre par les agences satellites, je dirais. On travaille sur des projets de différentes tailles, de différents programmes, du privé, du public, collectif ou individuel, avec une vision un peu régulière sur l'accueil du vivant et l'architecture. Depuis le début, nous travaillons à toutes les échelles. Quelle que soit l'échelle, les outils sont un peu les mêmes, même s'ils sont manipulés de manière différente. Il y a une certaine constance finalement dans les questions que pose le paysage. À grande échelle, on a commencé à travailler en Guyane en fait. Donc c'est intéressant par rapport au vivant, c'est que la Guyane c'est à 95% une forêt tropicale, équatoriale même, où quand on y va, et on y a été avant qu'on reparte, on allait alternativement avec Henri là-bas, et donc on débarquait de l'avion, on arrivait directement à Paris. Passer de l'un à l'autre, brutalement comme ça, c'est se rendre compte aussi de ce qui a disparu ici. Voilà. Quand on est en forêt équatoriale, on sent bien qu'on fait partie d'un monde dans lequel on n'est qu'une petite pièce, on est toléré. Voilà. Je pense que la première conscience finalement du vivant, c'est ça. Donc, travailler à grande échelle sur des projets très prospectifs. Comme à Bordeaux, c'est les 50 000 hectares, donc c'est comment on s'installe dans la métropole, finalement en s'appuyant sur le paysage. Ou dans l'histoire Nantes-Saint-Nazaire, qui était liée à la fabrication de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Finalement, comment ce triptyque partie habitée, campagne et espace naturel s'articule et peut s'articuler dans le futur dans un continuum qui se rend des services mutuels. Ça, c'est à la grande échelle. Après, il y a toute l'échelle intermédiaire, donc des actes, des parcs, des places parcs, tout le cortège, tout ce qu'on peut avoir. Voilà, donc c'est très, très, très diversifié à la fois dans les échelles, dans les problématiques et puis géographiquement. On s'intéresse à tout type d'échelle, tout type de programme. Lors d'un projet qui est le groupe scolaire de Boulogne-Billancourt, l'école de la biodiversité, en 2014, on a commencé à réfléchir dessus avec justement cette question où il fallait ramener un morceau de façade vivante et une toiture végétalisée. Et tout d'un coup, toutes ces questions autour de l'accueil du vivant dans l'architecture sont apparues. Et du coup, comme on le fait d'habitude, on a essayé de creuser, de comprendre un petit peu quels sont les enjeux de cet accueil du vivant, à la fois pour des questions environnementales, l'absorption des eaux pluviales, la réduction des lots de chaleur, pour des questions architecturales, l'épaisseur, la manière dont tout d'un coup un toit devient un sol, la manière dont un bâtiment va vieillir, tout d'un coup ça repose des questions un petit peu particulières, et pédagogique et sociale, puisque tout d'un coup, quand on travaille le vivant, ça veut dire qu'il va falloir avoir une action sur un bâtiment. À l'heure où les bâtiments sont devenus des produits pour les gens, et bien tout d'un coup, jardiner son architecture, jardiner un bâtiment, c'est remettre la main et redevenir acteur et habitant en fait d'une architecture. Donc le vivant, ça a été un fil qu'on a tiré et qui nous a vraiment amené à des réflexions qui dépassent aussi simplement cette question-là. L'approche du vivant, elle est inhérente à notre profession de paysagiste. Donc nous sommes formés pour ça, c'est ce qu'on attend de nous. Et en même temps, on ne se focalise pas uniquement sur le vivant seul, on se focalise sur toutes les interactions qui existent ou qu'il faut mettre en place pour le rendre possible. Donc notamment le sol. Donc c'est à partir du sol que nous pouvons développer le vivant, le sol fertile, qu'il ne faut pas consommer ou consommer le moins possible quand il s'agit d'extension urbaine, par exemple, de création de nouveaux quartiers,
ou un sol qu'il faut mobiliser, qu'il faut recréer si on a insuffisamment de fertilité. Je pense à un projet à Strasbourg où sur le système de plateforme portuaire stérile, on a eu besoin d'aller chercher en dessous le paysage invisible et de faire ressurgir une terre qui a été anciennement fertile dès l'origine et qu'il a fallu travailler, amender, stocker et attendre 1 an et demi pour qu'elle reprenne vie et qu'on réinstalle sur l'ensemble du quartier sans apport extérieur de terre végétale. Donc c'est important de travailler sur site et de faire en sorte qu'on n'est pas en train de détruire d'autres sites pour créer de nouveaux quartiers, pour créer du vivant. Les obstacles, je dirais qu'ils sont d'abord techniques, puisque l'eau est l'ennemi du bâtiment et en même temps le vivant a besoin d'eau. Donc il faut déjà arriver à associer ces éléments, le bâtiment et l'eau, de façon à ce qu'un bâtiment puisse être porteur de son propre paysage. L'une des raisons qui font qu'on travaille des prototypes, qu'on fait des essais, des expérimentations à l'échelle 1, à travers plusieurs matériaux, le béton qu'on a commencé avec l'école de Boulogne, ensuite avec un cimentier qui nous a aidés à imaginer des prototypes qui sont des complexes en fait, qui peuvent à la fois accueillir, nourrir, porter, isoler. Et puis à travers différents matériaux que l'on vient de mettre en œuvre au pied des bureaux du Muséum d'Histoire Naturelle dans le 5e arrondissement, qui sont avec des matériaux plus frugaux, la pierre sèche, la brique et le monomure. Ce prototype-là aujourd'hui est en cours d'expérimentation pour 3 ans au minimum, avec une jeune thésarde qui étudie de façon extrêmement approfondie ces 3 prototypes en termes de biodiversité, de croissance du vivant, d'hygrométrie, de température, avec toujours l'idée derrière qu'on puisse, au bout d'un moment, construire des bâtiments qui pourraient changer un peu la qualité de la ville de demain. Il y a une grande question qui est la question de la continuité sol-mur-toiture. Ce qui nous intéresse avec le vivant, c'est de créer un milieu, en fait, de créer un système. En fait, on ne soit pas simplement en train de superposer une toiture végétalisée sur un bâtiment, mais que tout d'un coup, il y a une cohérence. On parlait de l'échelle, on parle souvent du modulor, la référence de Le Corbusier à l'échelle humaine comme l'échelle reine de la définition de l'architecture. Il est peut-être temps d'ouvrir un tout petit peu cette conception et de se dire qu'il y a d'autres échelles qui sont importantes. Alors il faut absolument que maintenant on pense un petit peu cette superposition et l'idée que l'architecture devienne un milieu, pas simplement pour l'homme, mais peut-être pour l'ensemble des vivants. Et là ça devient une question qui est à la fois un petit peu étourdissante, mais sans doute passionnante pour la suite. Le rapprochement du vivant et de l'architecture permet 3 leviers, ou en tout cas offre 3 services. Un premier service environnemental, autour de la question de la thermique, de l'hygrométrie, de l'îlot de fraîcheur ou du traitement des eaux pluviales. Quand on met des jardins sur des toits, c'est sûr qu'on répond à une partie de ces questions. Le deuxième service rendu, ce serait autour de l'architecture. Et donc comment est-ce que, si on utilise un toit plat, qu'on le plante, qu'on marche dessus, on lui crée une topographie, il passe d'un toit à une petite géographie en passant par un terroir, etc., un jardin. Ça repose les questions des fondamentaux architecturaux et quand on est architecte, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants. Et le troisième service rendu, comment créer un commun? Parce que si la densité de la ville ne permet pas forcément une sociabilité, le jardin, il a vraiment un pouvoir assez magique dans la création du commun, réunir, partager, travailler, le faire ensemble, transmettre, etc. Tout un volet social que ouvre ce trio architecture, homme et nature. Et si on parle maintenant beaucoup plus technique des leviers, quand on plante un toit, qu'on met 50 cm ou 1 mètre de terre, il est évident que ça a un impact sur l'îlot de fraîcheur. Ça n'est pas comptabilisé, ça a un impact sur la thermique du bâtiment, l'isolation que crée 50 cm de terre, ça n'est pas comptabilisé. Si jamais on a un bâtiment qui a multi-orientation et qu'on crée une grande treille qui est plantée, qui accueille des plantes à feuilles caduques par exemple, n'est pas prise en compte dans l'occultation solaire, alors qu'elle a un effet extrêmement bénéfique. Il y a encore des aménagements à faire dans les réglementations pour valoriser un peu l'accueil du vivant. Donc il est important de penser toute une chaîne de professionnels pour permettre le vivant, pas uniquement des concepteurs, des producteurs, des pépiniéristes, des entreprises qui vont mettre en place les plantations, qui vont planter et qui vont entretenir les services urbains. Donc il y a une intelligence collective qu'il faut mettre en place, qu'il faut organiser. Dès qu'il y a obstacle à cette intelligence collective, on a du mal à développer le vivant dans un projet. Il y a la question de la décorrélation entre du cortage floristique, qui est évidemment la production visible du vivant, celle qui est au-dessus de ce sol, en tout cas la partie visible du vivant, et la décorrélation qui est entre une culture qui promeut des cortèges floristiques dits indigènes et comment ça s'articule avec le changement climatique
avec les difficultés qu'on connaît. Si on prend l'exemple du chêne qui souffre terriblement en région parisienne. Voilà, donc comment il faut faire évoluer cette culture et ces règles de manière à être en capacité à répondre à ces changements, sachant que la remontée finalement du cortège touristique vers le nord est beaucoup plus lente que le changement climatique lui-même. Cette décorrélation qu'il faut corriger, qui est essentielle dans la construction future du vivant. Donc à créer toute une filière du vivant pour mettre en place cette biodiversité partout et de manière aussi dense que possible.